Chers amis, on commence cette matinale Tocsin. Merci d'être là, en tout cas, aussi fidèles de plus en plus nombreux, parce que vous avez vous aussi besoin d'informations totalement indépendantes. Et ce matin, je voulais commencer par parler du recul de l'état de droit. Je voulais qu'on parle notamment de cet étrange arrêté sur l'infiltration de certaines forces de l'ordre, gendarmes, police. On va parler aussi du délit d'outrage en ligne. Et qui est le mieux placé pour nous en parler ce matin? Eh bien entendu, c'est Albert Lévy. Bonjour Albert, comment allez-vous? Bonjour, tout va bien, je vous remercie Nicolas. Bon, mais merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avocat non inscrit, vous êtes ancien magistrat, il faut le noter, et vous êtes toujours syndicaliste au syndicat de la magistrature. Albert, ce matin, je vous sais très saillant sur ces questions de recul de l'état de droit. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais je voulais qu'on parle de plusieurs sujets, et notamment le sujet brûlant, celui-ci, qui est passé un peu, je trouve, un peu entre les gouttes. Les grands médias n'ont pas trop parlé, mais cette histoire d'arrêter de possibilité finalement que certains gendarmes ou policiers puissent agir sous couverture avec des faux noms, des fausses identités. J'avais l'impression que c'était réservé qu'aux services de renseignement, cette histoire d'infiltration. Alors effectivement, il s'agit d'un arrêté très surprenant qui vient bousculer toutes les règles que nous connaissons et qui sont en vigueur concernant les opérations d'infiltration qui existent en procédure pénale. Jusqu'à présent, depuis août 2015, les services de police strictement habilités par décret du président de la République ont la possibilité de saisir la justice, un juge d'instruction ou bien un procureur de la République pour faire une opération d'infiltration lorsqu'ils ont connaissance qu'un délit ou un crime lié au crime organisé est sur le point de se commettre. Alors, il est évident que jusqu'à présent, ces opérations sont strictement encadrées. Ça veut dire que les policiers ou les gendarmes sont tenus de décrire précisément dans un rapport qu'ils remettent aux magistrats les éléments dont ils disposent pour prévenir la commission de ce crime. Et ensuite, le magistrat du parquet ou le juge d'instruction vont solliciter le juge des libertés pour être autorisé pour une période qui ne saurait être supérieure à 4 mois sur l'ensemble du territoire national, d'avoir des agents infiltrés qui cachent leur nom et qui peuvent se présenter comme co-auteurs, complice ou receleur d'un crime qui est sur le point de se commettre. Alors, les opérations se font par ces officiers de police judiciaire sous leur contrôle, mais surtout sous la bannière et le contrôle des magistrats de la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Le problème qui se pose, Nicolas, avec l'arrêté du 4 avril pris par M. Attal, c'est qu'on va jeter sur la République des personnes des renseignements habilitées défense nationale, non seulement pour prévenir de ces délits, sans une information ne précise l'exacte amplitude de ces infractions, vont jeter dans la rue des gens de la défense, des renseignements, dans la foule, pour tenter de circonscrire des délits improbables qui ne sont même pas prévisibles ou hypothéqués par un premier élément d'enquête. C'est ça le problème. Et là, aucun contrôle judiciaire. C'est vraiment la décision du ministre Attal, du Premier ministre, c'est la négation de tout ce qui peut être considéré comme le procès équitable. C'est la négation des droits de la défense parce que à partir du moment où vous ne savez pas dans quel cadre ces gens-là vont intervenir, n'importe qui peut être contrôlé, fouillé, interpellé, placé en garde à vue, sans le contrôle d'un juge.
Et il est là le problème. Quand on aura compris dans ce pays que la justice est là pour être un garde-fou, gardienne des libertés constitutionnelles, gardienne constitutionnelle des libertés publiques et individuelles dans ce pays. On aura tout compris. Et là, on assiste à un recul de plus en plus prégnant de la fonction judiciaire qui est là justement pour contrôler qu'il n'y a pas de dérive liberticide dans l'accomplissement d'un travail policier. Albert, une question qui me vient de profane. Un arrêté, ça suffit pour avoir ce grand changement, finalement? Parce que là, quand on vous écoute, ça fait quand même un peu frémir cette histoire. Un arrêté suffit. Bien, la preuve est que oui, c'est-à-dire que j'aurais l'envie, le désir de vous dire, ces gens-là osent tout. Ces gens-là osent tout puisque la loi dont je vous parlais tout à l'heure, qui définit les opérations d'infiltration judiciarisée, est une loi, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un texte qui a été pensé, réfléchi, préparé, débattu par la représentation nationale. Ce sont les articles 706, 80 et suivants du Code de procédure pénale qui sont, j'allais dire, complètement passés à l'oubliette, dans les oubliettes, et on dit, bon, ben maintenant, avec un arrêté, allez hop, on jette les gens des renseignements qui non seulement vont faire du renseignement de ce type sur la voie publique dans la foule anonyme, mais en plus vont traiter à la fois des problèmes de défense nationale, mais aussi de crimes organisés. Ça veut dire que demain, un préfet pourra dire je vais, au nom de la répression et de la prévention du crime organisé, faire des contrôles d'opérations d'infiltration avec des fausses identités et des faux noms dans les rues pour pouvoir interpeller en définitive tout ce qui ne ressemblerait pas à un bon Français de souche, par exemple. Ah oui. Et ce qui est dingue, ou un opposant politique, parce que ça devient de plus en Ou plus un criant. On a vu opposant politique. on l'a vu pendant les Gilets jaunes, Albert. Hein. Pendant les Gilets jaunes, moi, j'ai assisté à des choses, des gardes à vue préventives, des entraves à la liberté de circuler sans aucun mandat, sans rien du tout, hein, pour que les gens n'aillent pas en manifestation, surtout. C'est Évidemment. gravissime. C'est gravissime, d'autant qu'il n'y a pas de cadre de contrôle, de direction susceptible d'être un véritable garde-fou à ce qui peut être considéré aujourd'hui, Nicolas, par cet arrêté, comme une atteinte liberticide à nos valeurs essentielles. C'est-à-dire, on ne peut pas être contrôlé par un policier ou un gendarme dans la rue au motif quand même Ouais. d'une atteinte à l'ordre public de la défense ou à l'ordre public du crime organisé sans contrôle d'un juge. Les juges sont faits pour cela. Et depuis 2017, nous assistons un peu impuissants à ce recul de l'état de droit où on est en train de mâcher, de faire disparaître tout ce qui peut être de nature à protéger les citoyens dans leur liberté d'aller et de venir. Vous avez raison. Ouais. Donc, si je vous suis, Albert, là, tu es merci d'être là avec nous ce matin pour répondre à mes questions. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas d'intermédiaire d'un juge. Cet arrêté, on peut lancer des gens, vous l'avez dit, lâcher comme ça des policiers ou des gens dans la rue, sans qu'un juge, à un moment donné, encadre ça, désigne, fasse des réquisitions sur un territoire donné, sur les personnes données, finalement, c'est ça? Vous avez lu comme moi, comme beaucoup de gens Ouais, ici, l'arrêté du 4 avril. C'est ouais. quelque chose de monstrueusement indéfini. Ça veut Oui, dire que cet arrêté peut cibler par l'intervention des forces de l'ordre des personnes à propos desquelles il n'est retenu aucune espèce de charge qu'on va éliminer, euh, qu'on va éliminer de la voie publique,
qui va être débarrassé de personnes qualifiées peut-être par un préfet d'indésirables. Voilà le problème. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. On est en train de mordre sans cesse sur les libertés dans ce pays depuis l'année 2017. Et là, ça va en s'aggravant. Mais c'est vrai que j'ai une partie du texte sous les yeux. On parle de la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des groupements dissous ou des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Il s'y ajoute la prévention de la criminalité et la délinquance organisée et la prévention et la déprolifération des armes de destruction massive. Et je crois qu'au milieu de tout ça, il y a l'histoire de la sécurité nationale. En fait, c'est tout et rien à la fois. Tout le monde peut être la cible, en fait, de ça. Hein. Absolument, et c'est cela qui est gravissime, et j'employais ce mot tout à l'heure, très, très inquiétant pour nos libertés. Alors, on pourra toujours dire, ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont aucune raison d'avoir la crainte d'être contrôlés de cette façon, évacués de la voie publique de cette façon. Non, non, on est dans un pays démocratique encore, et nos valeurs démocratiques, républicaines, nous imposent des garde-fous, et la justice, quoi qu'on en dise, est là normalement pour veiller à ce que des dérives de cette nature ne soient pas commises. Je voudrais dire quelque chose à ce propos-là. Je suis, comme vous, Nicolas, profondément, comment dirais-je, étonné de ce de ce qu'aucune levée de bouclier particulière ne soit faite par des juristes, par des avocats, par les ordres des avocats, par les barreaux, par les magistrats qui devraient refuser ce type d'arrêté qui vient mettre une mainmise sur nos libertés et qui signe par là le recul de l'état de droit. Je suis très étonné de ce silence-là. Ben oui, parce que effectivement, je trouve qu'effectivement, les juges, au moins les juges, pourraient se dire, on est en train de nous déposséder de notre travail et de notre rôle, effectivement, de la protection à la défense ou à charge ou à décharge. Mais je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas entendu bouger les magistrats ni aucun syndicat. Mais peut-être que je me trompe, je n'ai pas tout lu. Hein. Non, mais vous avez raison de le souligner. Je veux, pour exemple, la façon dont le garde des Sceaux, sur les propos qui ont été tenus à la commission parlementaire d'enquête sur les opérations XXL de recherche de traitement des stupéfiants sur le territoire national, où on a reproché, le garde des Sceaux a reproché à Nicolas Besson, que je connais d'ailleurs, qui est un magistrat excellentissime du parquet de Marseille, c'est le procureur de la République de Marseille, qui va peut-être, je l'espère pas, être sur le point d'être sanctionné parce qu'il a été amené à dire son avis sur la façon dont M. Darmanin impose ses choix d'action publique, au mépris d'ailleurs de la lutte que l'on doit mener contre le crime organisé, puisque lui, ce qui lui importe, c'est de suivre, de poursuivre, de sanctionner, de mettre en prison les consommateurs et quelques dealers ici ou là, alors que la véritable lutte, comme le soulignait vraisemblablement le procureur de Marseille à l'Assemblée nationale, c'est de traiter ces problèmes par le haut, c'est-à-dire par les importateurs, par les transporteurs, par les passeurs. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de moyens à un moment où justement le fonctionnement de la police judiciaire en France est complètement exsangue et que l'on s'apprête à supprimer, je pense.
Oui, Et là, oui, effectivement. Vous parlez de cette commission d'enquête où les réquisitoires des magistrats ont été terribles à l'encontre de la politique du gouvernement, notamment en disant que Marseille était devenue pratiquement incontrôlable. C'est pas parce qu'ils ont dit une ville narcoville. Concrètement, effectivement, on pense à ce sens-là d'aller peut-être sanctionner les magistrats qui ont du moins dit des vérités, me semble-t-il. C'est quand même dingue, en fait. Et vous ça connaissez bien le prouve, sujet, Albert. Vous connaissez bien le sujet parce que vous avez été juge là, sur cette question-là. ça prouve une chose, c'est que les parquets, les procureurs, par leur statut de dépendance au pouvoir exécutif, ne sont pas libres de choisir les axes de leur politique pénale dans une ville, dans une circonscription judiciaire comme Marseille. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que le garde des Sceaux, qui se fait le collaborateur zélé du ministre de l'Intérieur, reprend exactement dans les mêmes termes les propos de M. Darmanin à ce sujet. Tout est bien, tout est beau, on a arrêté, on a tant de kilos de cocaïne ou de résine de cannabis, on est content. Or, le travail qui doit se faire, c'est un travail, là aussi d'ailleurs, c'est un travail de renseignement, c'est un travail d'investigation de fond. Je sais, je l'ai exercé ce travail-là pendant plus de 10 ans. C'est le mettre sur la brèche des officiers de police judiciaire sur lesquels vous pouvez compter, qui vont faire ces investigations, qui vont être infiltrés effectivement comme co-auteurs et qui seront autorisés, contrôlés par la justice, par un juge d'instruction pour, sur un temps donné, sur tout le territoire, pour mettre au jour ces crimes qui sont en train de se commettre. Or, maintenant, ben, on préfère jeter les policiers qui n'ont plus le temps maintenant sur la voie publique. Ça fait du bruit, ça fait du mouvement, et puis voilà, tout le monde est content. Et puis ceux qui ne veulent pas réfléchir sont dit, bah quand même, Oui. on a arrêté des gens dans les cités, ces gens qui empoisonnent nos vies, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais si on veut véritablement faire cesser le trouble considérable à l'ordre public que constituent les deals dans les cités, il faut commencer par des investigations de fond qui sont longues, qui coûtent cher en moyens et en fonctionnement et en hommes. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, oui, Cet arrêté prouve quand même quelque chose d'extravagant. L'arrêté du 4 avril, c'est que normalement, le travail des renseignements en France, c'est de recueillir, de collationner de l'information sur les atteintes susceptibles d'être pratiquées, provoquées sur l'ordre public, sur les institutions républicaines. Quand on balance comme ça des gens sur la voie publique, ça prouve quoi? Ça prouve qu'on fait fi du travail de renseignement, le travail de fond qui doit être fait pour détecter, déceler les attentats, par exemple, qui sont sur le point de se commettre sur le territoire. Et là, on se dit, ben, on fonce dans la rue, la foule fera l'affaire de nos actions, et puis voilà. Et on fait un arrêté qui va provoquer quoi, Nicolas? Qui va provoquer qu'il y a un tas de personnes qui vont être interpellées, fouillées, identifiées, et qui vont être fichées aussi. Parce que si vous êtes demain interpellé de cette façon avec cet arrêté du 4 avril, vous serez fiché, Nicolas, comme moi, je le serai. Donc, c'est inacceptable. C'est d'un revers de main effacer, j'allais dire, toutes les valeurs républicaines qui ont construit ce pays depuis des décennies. Et alors, oui, et c'est pour ça que je vous invite ce matin, Albert Lévy, pour nous en parler. Je voulais aussi qu'on aborde ce point, parce que moi, il m'inquiète énormément sur la liberté d'expression. Nous, médias indépendants, nous sommes de plus en plus censurés, malmenés depuis un certain nombre d'années, et ça devient de plus en plus compliqué. Le nouveau délit qui menacerait la liberté d'expression sur Internet, c'est le délit d'outrage en ligne. Alors ça aussi, j'ai lu le texte.
je ne suis pas juriste ni magistrat, mais je me dis quand même qu'il y a un flou artistique qui n'augure rien de bon là-dessus, parce que grosso modo, l'outrage, c'est un peu compliqué à définir, non, Albert? Qu'est-ce que c'est? C'est un recul à la liberté d'expression sur Internet, ça aussi? Alors tout d'abord, l'outrage est un délit qui est prévu et réprimé par l'article 433-5 du Code pénal. Il est très facile de déceler à la lecture simple de ce délit, de cet article, la façon dont on pourrait poursuivre les outrages en ligne, puisqu'il suffit de menaces, de paroles, d'images adressées à un certain nombre de personnes ciblées pour les léser à la fois leur dignité ou léser l'intégrité de leurs fonctions. Donc tout cela est prévu, qu'il s'agisse de fonctionnaires chargés d'une mission de service public ou de fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique. Donc ça, c'est prévu dans le texte. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'au lieu de déférer les outrageurs, si je puis dire, devant un juge et de le juger contradictoirement dans le cadre d'un procès équitable, ici, on va faire la même chose, mais ce sera le policier qui sera à la fois policier, procureur, juge et tribunal, et il pourra condamner cette personne à une amende, par exemple, de 300 à 600 euros, si j'ai bien compris. Là encore, c'est un recul de l'état de droit qui est la négation du procès équitable dans ce pays. Alors, on pourrait dire, oh, ben, si c'est pour une amende de quelques centaines d'euros, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que lorsqu'on est impliqué dans une infraction sur laquelle on ne peut pas discuter la véracité en contradictoire avec un avocat devant un juge du siège qui vous écoute et qui, comment dirais-je, compile ses doutes et ses certitudes au regard des pièces du dossier, eh bien, on peut arriver à des condamnations. Et même si c'est une condamnation symbolique, on ne condamne pas dans une démocratie, on ne juge pas et on ne condamne pas dans une démocratie les gens par les services de police. C'est une dictature, ce n'est pas une démocratie. Et vous avez raison de vous inquiéter. C'est ça qui change énormément, parce qu'en plus, le texte le dit, on pourra même, le texte porte aussi sur les boucles WhatsApp, notamment de messagerie privée. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer finalement dans l'intimité, dans le privé d'une conversation entre deux personnes qui pourrait nous être reprochée par ailleurs. Enfin, là, on est vraiment, vous avez raison de dire que le policier, procureur et juge, mais en plus dans le privé. Quand on commence à condamner le privé, ça s'appelle du totalitarisme, ni plus ni moins. Nous sommes d'accord. Et les gens, enfin, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de levée de bouclier. Enfin, j'espère que l'arrêté dont on parlait tout à l'heure du 4 avril va être contesté parce que c'est inadmissible, cet arrêté. Comme j'espère que cet amendement sur le cyberharcèlement en ligne, le cyberharcèlement va être retoqué parce qu'on ne peut pas admettre ce type de dérive aux droits ainsi qu'aux libertés dans ce pays. Et en plus, c'est très large pour finir là-dessus, parce qu'on nous dit que ce qui pourrait créer une situation intimidante, hostile ou offensante, ça aussi, c'est très large. C'est finalement une appréciation. C'est une appréciation. Quelqu'un va pouvoir dire ou pas. Tout à fait. Ça vous limite dans votre liberté de penser, ça vous limite dans votre liberté de l'exprimer. Alors, les garde-fous existent. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement arrêter une conversation, comme vous disiez, peut-être provenant d'un homme politique, d'un syndicaliste ou autre, dans les heures qui suivent son émission. C'est cela l'intérêt. Et on boucle la boucle, si je puis dire, de la liberté d'expression des personnes par là. Ça me semble. Et il y a encore une question que je voulais vous poser là-dessus, parce que ça fait suite notamment, vous savez, à ce texte aussi, sur les injures non publiques. Une nouvelle fois, je parle de privé, de rentrer dans le privé de la conversation, dans le privé de l'individu.
là aussi, injure non publique, le texte, je l'ai lu, c'est très flou. C'est-à-dire que là, ces deux textes, finalement, sont en train de museler littéralement, incarcérer littéralement la liberté d'expression. Moi, Oui, comme ça, non, je le mais vois, là, peut-être que j'exagère aussi. Hein. non, non, mais moi, ce que je vois, c'est l'épuration de la justice dans tous ces textes qui viennent écorner les libertés dans ce pays. Alors que la justice, quoi qu'on en pense, il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres sur Mhm. la réforme à apporter dans son organisation, son fonctionnement, etc. Mais là, on se rend compte que la justice est maltraitée pour l'évacuer des décisions, j'allais dire, outrancières sur les libertés que le gouvernement prend depuis des années et qui s'engouffre dans ce type de dérive. Bon, ben, en tout cas, dernière question. Que faut-il faire? C'est ça, il faut vraiment une fronde des magistrats, une fronde des juristes, une fronde des avocats pour arriver à s'extirper de ça et mettre un coup d'arrêt à ces textes liberticides. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, Ben, c'est ça, il faut une révolte? le problème, c'est que les magistrats, avec leur devoir de réserve Eh oui. et leur, j'allais dire, statut qui les raccroche à l'exécutif, qui les raccroche à la hiérarchie, sont complètement muselés par rapport à ça. Et le problème, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que les juristes, les avocats, les barreaux, les syndicats de magistrats, je pense au Ouais. syndicat de la magistrature, qui d'ailleurs s'est exprimé, si mes souvenirs sont bons, et l'USM, l'Union syndicale des magistrats, puissent dire leur désapprobation à tout ce que le gouvernement se propose de faire et qui est, à mon avis, une approche très liberticide de notre avenir dans ce pays. Mais malheureusement, c'est une chute. Hein. J'ai l'impression que c'est une dégringolade permanente. On l'a vu. Vous le constatez, Albert, vous, en tant qu'avocat et ancien magistrat et syndicaliste au syndicat de la magistrature, et nous, en tant que médias indépendants, parce qu'on est aussi, franchement, on essaye de parer les coups comme on peut, mais ça devient de plus en plus compliqué quand on est médias indépendants. Quelle que soit la chapelle ou l'obédience, c'est de plus en plus compliqué. Et ça aussi, je trouve que ça met en mal notre démocratie et l'avenir de notre pays, notre vivre ensemble. Hein. C'est mon avis, en tout cas, hein, Nous concrètement, sommes aujourd'hui, les d'accord, médias Nicolas. indépendants. Voilà. Bon, mais merci Albert Lévy d'être venu ce matin sur Toxin pour nous donner votre avis. On va vous recevoir à nouveau parce que c'est permanent, c'est en permanence. En tout cas, merci. Vous êtes avocat non inscrit, ancien magistrat et syndicaliste au syndicat de la magistrature. Merci Albert d'être venu ce matin nous voir et nous donner votre analyse toujours très, très éclairante. Merci beaucoup Albert. Au revoir, Nicolas. Au revoir.